Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus donc dans ce direct qui est organisé, comme vous le savez, par la Fondation UVET, donc pilote du pôle national de ressources pédagogiques TEDS. Alors, ce webinaire qui fait partie d'un cycle de directs qui a démarré en mars 2024 vise à former donc les enseignants du supérieur aux enjeux de la transition écologique pour un développement soutenable. Il s'inscrit dans le cadre des activités de formation des enseignants que mène UVED et qui fait suite à la publication de nombreux rapports et notes de cadrage, et notamment les notes de cadrage du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, donc en juin 2023 et en septembre 2024, et qui portaient sur la formation des étudiants de premier cycle et des enseignants, toutes disciplines confondues. En ce qui concerne les thématiques qui sont abordées tout au long de ce cycle de direct, eh bien, UVED reprend les propositions qui ont été faites dans cette fameuse note de cadrage et de préconisation du ministère. Il s'agit donc des thématiques suivantes: du changement climatique, la biodiversité et sa préservation, les ressources et leur disponibilité, et la transition juste et équitable. Donc pour ce nouvel événement, nous avons le plaisir d'accueillir Serge Morand, qui est directeur de recherche au CNRS et qui est chercheur associé au CIRAD, qui va nous faire une présentation donc sur le thème de la biodiversité et de la santé. Il y aura ensuite un temps d'échange donc avec vous sur la base de questions que vous pourrez lui poser tout au long de sa présentation. Alors non pas à l'oral, comme vous le savez, mais en utilisant le fil de discussion de ce webinaire. Et bien entendu, nous lui relayerons ses questions. À toi, Vincent. Alors, merci. Entrons dans le vif du sujet. Serge Morand, bonjour. Bonjour. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce direct. Avant de vous laisser la parole, la tradition est de vous présenter. Alors, vous êtes écologue de formation et cela a été dit, directeur de recherche de classe exceptionnelle au CNRS. Alors, vos travaux de recherche dans le domaine de l'écologie et de la santé, en fait, ils intègrent les trois piliers du One Health, donc la santé de l'homme, celle des animaux et celle de l'environnement. En fait, vous défendez à travers vos travaux une vision d'ensemble et travaillant spécifiquement, particulièrement sur la question des épidémies, eh bien, vous avancez que pour rompre le cycle d'épidémie dans lequel nous sommes pris, eh bien, le développement agricole, notamment le développement agricole, doit concilier les objectifs de résilience écologique, sociale et sanitaire. Alors, en termes de responsabilité, d'engagement, vous êtes membre de plusieurs groupes de travail sur ces questions. Je n'en citerai qu'un, c'est le panel de haut niveau international sur One Health. Et j'ai également noté, parce que c'est un rapport qui a un poids important, vous êtes l'auteur principal d'un chapitre dans l'une des dernières évaluations de l'IPBES de 2024 sur le rapport Nexus, davantage donc sur le volet santé. Voilà, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais je vais m'arrêter là et puis vous donner la parole. Je vous dis à tout à l'heure pour le temps d'échange. Un grand merci. Donc, je vais mettre ma présentation en plein écran. Donc, je pense que c'est bon. Et oui, un grand merci. Je suis vraiment assez content d'être avec vous et surtout avec cette initiative importante de mettre en forme finalement des sujets qui sont d'importance pour l'enseignement et l'enseignement des futures générations et des générations actuelles d'étudiants. Donc, je travaille en fait sur biodiversité et santé depuis pas mal d'années, depuis presque 20 ans maintenant en Asie du Sud-Est. Je ne pourrais pas vous développer ces travaux-là, parce qu'ils sont peut-être un peu trop spécifiques, mais j'ai voulu plutôt avoir une vision un peu plus large dans un premier temps pour donner finalement les grandes tendances pour comprendre ces relations un peu fortes. Alors pourquoi? Parce qu'essentiellement, j'ai été marqué comme beaucoup d'entre nous, hein, par la pandémie de Covid. Donc, juste pour rappeler, hein, c'est un peu plus de 5 ans simplement maintenant. Enfin, c'était en décembre, pas vraiment en janvier, mais c'est en janvier qu'officiellement c'est annoncé par l'OMS. 17 janvier, on estimait à quelques milliers de cas ou centaines de cas à Wuhan. 23 janvier, la Chine commence à fermer pas mal de villes. 18 millions de personnes qui sont ce qu'on dit en lockdown. Euh, Nous, on n'y croyait pas, hein, si vous vous rappelez, on disait non, ça peut venir qu'en Chine, et finalement, c'est parti sur toute la planète. Je pense que ce moment-là était un moment intense de réflexion, notamment pour des personnes comme moi qui étaient vraiment sur ce lien entre biodiversité et santé. Donc déjà, en reprenant un peu sur cette épidémie, cette pandémie, est-ce qu'elle était vraiment anormale dans le cycle
depuis des décennies? Ben non, pas vraiment, parce que quand on regarde les données donc, que j'ai pu compiler aussi bien sur les épidémies qui affectent les humains, des zoonoses ou des maladies vectorielles, hein, donc chikungunya, dengue ou malaria, on voit très clairement que depuis les années 60 jusqu'aux années 2020, on avait vraiment cette augmentation, mais aussi on avait des augmentations très fortes des épidémies qui concernaient les animaux d'élevage ou les animaux de la faune sauvage, d'ailleurs avec pour la faune sauvage presque un triplement des épidémies qui sont enregistrées. De même, concernant, pour ça, je ferai des fois des petits allusions, ça concerne aussi les maladies des plantes avec une augmentation des épidémies et des émergences des champignons sur les plantes, d'ailleurs aussi des champignons sur les animaux, hein, que ce soit les chauves-souris ou les amphibiens. Tout ça, et je pense que c'est vraiment quelque chose d'important parce que épidémie et pandémie. Pandémie, ça veut dire une généralisation d'une une épidémie à l'échelle pratiquement de la planète, comme le Covid-19. Et ça, on doit le repenser dans une planète globalisée. Donc, ce qu'on a fait, comme vous êtes des enseignants ou pour certains des statisticiens, donc je remets un peu avec des idées de réseau et d'analyse en réseau. Donc, si je reprends ici, nous avons les épidémies, nombre total depuis les années 1940 à 2020 ici. Nous avons aussi le nombre de maladies infectieuses qui ont fait des épidémies et le nombre de pays qui ont fait aussi des épidémies. Donc, on voit ces augmentations, alors peut-être avec des petites baisses dans certaines années, mais bon globalement, ça augmente. Et on peut regarder ce qu'on appelle ce réseau, parce que ces épidémies, elles ne restent pas forcément dans les pays, dans certains pays, elles se partagent. Et on peut regarder le réseau de partage des épidémies, c'est-à-dire qu'on peut regarder quelles sont les épidémies qui sont partagées entre les différents pays, et on peut regarder est-ce qu'il existe des modules qui associent les pays sur la base du partage de ces épidémies. Et quand on met tout ça ensemble, on a une vision d'une sorte de modularité du réseau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi que ça passe cet index de modularité entre 0 et 1. 1, ça voudrait dire que une épidémie, elle reste dans un pays uniquement, elle n'est pas partagée, elle ne bouge pas. Ce qui n'est pas le cas, hein, parce que c'est automatiquement, ça bouge, hein, au moins entre deux pays connectés, quoi. C'est vrai qu'on a les modules, ce serait pratiquement tous les modules, tout le nombre de pays au nombre entier. Et puis sinon, on aurait la modularité pourrait descendre jusqu'à zéro. Dans le cadre de zéro, ben, c'est un tout petit monde. C'est-à-dire dès qu'il y a une épidémie qui démarre dans un pays, elle se propage sur l'ensemble de la planète, au moins dans l'année. Ce qui n'est pas le cas non plus. Mais on peut voir que cet indice de modularité a fortement évolué, surtout a fortement chuté à partir des années 40 et surtout des années 60 pour redescendre. Et là, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on est quand même depuis les années 1965-70 dans une globalisation des épidémies, donc avec effectivement beaucoup plus d'épidémies à potentiel pandémie. Et la Covid-19, qu'est-ce qu'on fait? On redémarre, on va essayer d'expliquer les points, on redescend, enfin on remonte notre modularité, on partage moins. Alors pourquoi? Alors pourquoi en fait on partage moins? Ben, essentiellement parce qu'on lie ça avec le commerce international qui a aussi augmenté de 1300% entre les années 70 et 2019 et qui s'est effectivement effondré euh, en 2020 parce qu'on a tout fermé, hein. On voit ici le nombre total de passagers de millions qui était un peu moins de 400 millions et qui est monté à plus de 4 milliards de personnes en 2019 qui s'est effondré, qui maintenant repart complètement et c'est pareil pour le fret, c'est pareil pour le train, pour tout. Et si je mets ce nombre de passagers aériens ou ces millions de tonnes au kilomètre de fret aérien, on s'aperçoit qu'on a une bonne corrélation avec cette euh, modularité. Ce qui veut dire que là, effectivement, ça démontre bien que plus on commence à partager, échanger, des marchandises ou des personnes, bah, plus on partage et on échange des maladies. Donc on a bien cette globalisation. Puis évidemment, Covid-19, et surtout en 2020 et 2021, tout est fermé et là, automatiquement, on ne partage plus d'épidémie et on retourne à des niveaux qui dataient des années 60.
On peut regarder une autre façon, c'est la centralité, c'est-à-dire quels sont les pays qui sont les plus centraux dans le partage des épidémies. Là, on les voit, donc, ce qui sont un peu des hubs, hein, comme des hubs d'aéroports qu'on va voir tout à l'heure. Et on voit qu'ici, plus c'est foncé, plus ils sont importants, centraux. C'est essentiellement l'Europe, la Chine, l'Inde, l'Australie, le Brésil, et puis le Canada et le Mexique, qui sont très centraux dans ces épidémies. Alors pourquoi? Parce qu'ils sont aussi centraux aussi dans le terme des connexions aériennes. Alors j'ai repris les données. Alors par chance, on a aussi les données ouvertes de toutes les lignes aériennes de par le monde, donc sur OpenFly. Donc j'ai repris ces données-là et j'ai redit, ben voilà, ça a émergé à Wuhan. Je regarde Wuhan. Wuhan n'est pas très connecté, hein, au niveau mondial, très connecté à la Chine, un peu connecté avec d'autres villes du continent asiatique et un seul vol direct avec Paris-Charles de Gaulle. Par contre, là où je vis en ce moment, à Bangkok, là on voit que Bangkok est très connecté. C'est un beau hub qui connecte l'Afrique en vol direct, toute l'Europe, l'Asie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Et alors là, si on va à Paris, Paris, c'est un des aéroports les plus connectés au monde. Il connecte tous les continents en vol direct, excepté évidemment l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et si on regarde la centralité de ces aéroports, hein, de ces routes aériennes et la centralité des épidémies, on voit qu'on a une bonne corrélation. Plus un pays central, plus en fait il va héberger d'épidémies ou il va partager d'épidémies. Et cette centralité nous explique aussi assez bien le nombre de jours après le démarrage de l'épidémie à Wuhan, c'est-à-dire que plus en fait on est centraux, plus une épidémie, l'épidémie de Covid-19 est arrivée très rapidement dans le pays. Alors, ce qui était intéressant, c'était de retester cette hypothèse-là avec la fin de l'épidémie, à la fin de la réouverture du transport aérien. Et quand on a ouvert le transport aérien, on est encore reparti sur des épidémies à potentiel pandémique. Et la principale, c'est le monkeypox, le mpox, qui a émergé dans les années 70-79. On pense que ça a émergé en Afrique, essentiellement avec la fin de la vaccination contre la variole. Et on avait une autre variole qui circulait, un autre virus de la variole, hébergé plutôt par des rongeurs et pas par des primates non humains, et qu'on a commencé à voir émerger, mais c'était des émergences qu'on appelle du débordement, du spillover. Donc ça passait sur les humains, mais ça ne se transmet pas entre humains. Puis il y a des modifications qui sont apparues certainement dans la transmission et même dans le virus, qui ont fait qu'on commence à avoir des transmissions interhumaines. Et au moment où on a rouvert les aéroports, bah, c'est ce nouvel variant, cette nouvelle forme du Mpox qui a commencé à une transmission interhumaine, sortie évidemment d'Afrique. Et là, on retrouve exactement les mêmes constatations qu'on a pu faire avec le Covid-19. Ben, plus un pays est central dans la connexion aérienne internationale, plus il a été rapidement touché par le Mpox. Et puis là-dedans, ce qui est peut-être aussi important, c'est plus qu'il est central, plus finalement, et qu'on regarde le temps, moi je me suis arrêté pratiquement à 9 mois après le début, évidemment, qu'on a pensé que l'épidémie avait démarré, plus on voit aussi que le nombre total de cas a été important, se cumule. Tout ça, c'est important parce que ça nous démontre qu'on est tous connectés. Ce qui se passe en Afrique, en Asie, aux États-Unis ou en Europe, finalement, a des répercussions sur tout l'ensemble de la planète. Mais ça ne nous explique pas, par contre, d'où viennent ces maladies infectieuses. Alors, je reprendrai peut-être que deux, trois exemples importants qui vont nous amener à la biodiversité. Le plus grand, le facteur le plus important, c'est l'élevage et l'élevage en croissance. Encore des données, hein. Si j'ai pris les données de l'AFAO sur le nombre total de vaches, dans mon total de poulets, le nombre total de cochons, on voit bien qu'on a une augmentation aussi considérable. Le nombre de vaches sur la planète était inférieur à 900 millions dans les années 1960. Et il a dépassé le 1,6 milliard dans les années 2020. Pour les poulets, on a dépassé les 30 milliards en 2020. Pour les cochons, on avait atteint les 1,5 milliard dans les années 2015 et on a eu une autre épidémie de- de- d'un- d'une peste africaine, hein, sur les cochons qui en fait ont décimé l'élevage. C'est pas une zoonose, quoi. On voit aussi cette
densité d'élevage hein, qui est complètement aussi, qui est pas complètement uniforme sur la planète. Hein. On voit les vaches, c'est essentiellement l'Inde, la ceinture sahélienne, la vallée du Rift, certaines parties du Brésil et en Europe. Bah, la Bretagne, d'où je suis, quoi. Si on voit les cochons, bah, c'est évidemment les poulets, c'est évidemment beaucoup la Chine, l'Asie du Sud-Est. En Europe, c'est aussi encore beaucoup la Bretagne. Et puis si on voit les cochons, bah, c'est la Chine. Et on voit des densifications plus importantes, donc une répartition plus faible, mais on voit aussi qu'en Europe, on a la Hollande, mais on a encore aussi la Bretagne comme étant un fort point de densité. Alors tout ça, ce que ça veut dire, bah, c'est que ça veut dire que on est une planète qui est essentiellement dominée par les vaches et les poulets. Et d'ailleurs, le poids des vaches sur la planète est plus important que le poids, la biomasse de tous les êtres humains. Et si on prend le poids des êtres humains avec tous les animaux de compagnie ou de rente, on arrive à peu près à 98% de la biomasse de tous les vertébrés terrestres. Donc, on a vraiment une domination totale. Si on prend le nombre de poulets, hein, je vous ai dit que ça dépassait les 30 milliards uniquement pour les poulets, sans compter les autres volailles en 2020. Il y a des estimations sur les oiseaux sauvages qui étaient à peu près de 300 milliards en 1997. L'estimation, justement, une des dernières qui était en 2020, nous donne une estimation de 50 milliards. Donc très prochainement, il y aura plus de poulets sur la planète que l'ensemble de tous les oiseaux sauvages. Tout ça, statistiquement, on a pu retester ça de façon différente. Je vous remontrerai encore après. Il y a une relation absolument directe, mais aussi indirecte, entre cette augmentation de la densité des animaux de rente et l'augmentation des épidémies de zoonoses, ou l'augmentation aussi des épidémies de maladies infectieuses affectant ses propres animaux, et une impact direct ou indirect sur la perte de biodiversité. Ça continuait, ça continuait avant, ça nous a démarré avant, par exemple, avant le Covid-19, voilà, la pandémie juste avant, le H1N1, c'est pareil, c'est exactement aussi sorti de cette globalisation mondiale. On sait maintenant que ces virus qui affectaient plutôt les élevages de cochons au Mexique, tous ces virus ont été essentiellement échangés au travers du commerce international de viande, hein, de cochon, notamment entre l'Europe et l'Amérique du Nord, et des échanges au niveau Amérique du Nord qui a produit une nouvelle souche, une re- remigration, enfin remélange, et après de réassortiment, et après cette nouvelle lignée a pu émerger, a commencé à repasser sur les humains de façon pandémique. L'autre côté qui est important, qui commence de rapporter plus de la biodiversité, c'est la déforestation et les plantations commerciales. Là, de même, je repris un peu ces données d'épidémies de zoonoses ou de maladies vectorielles qui sont en haut. Et là, on les regarde par rapport, alors plus du tout les élevages, mais plutôt l'évolution de la couverture forestière hein, qui continue à diminuer malheureusement globalement, même si je dirais le, le- le- la partie nord de l'hémisphère, que ce soit aussi bien dans les Amériques que dans l'Eurasie, est plutôt dans une phase de reforestation. Mais tout ça nous montre essentiellement, surtout pour la partie tropicale et de l'hémisphère sud, une très forte association entre la diminution du couvert forestier, donc la déforestation, et l'augmentation aussi bien des zoonoses que des maladies vectorielles en corrigeant pour d'autres, évidemment, d'autres variables potentielles derrière. Et puis les plantations commerciales, on a essentiellement les données sur le palmier à huile. Et de même, l'augmentation de ce palmier à huile est associée aux épidémies et certaines émergences d'ailleurs de maladies zoonotiques, mais c'est encore plus affirmé pour les maladies vectorielles. Ça nous amène vraiment aux aspects de biodiversité et de biodiversité en crise. Selon, je crois vraiment, le dernier rapport du VVF était vraiment clair. Alors ça, pour apprécier la perte de biodiversité, on a essentiellement deux index qui sont à notre disposition. On a l'index liste rouge de l'ICN, qui finalement évalue en même temps les espèces présentes dans un pays, donc il y a aussi un peu les manques de connaissances, mais classifie ces espèces en fonction, elles ne sont pas en danger ou elles peuvent d'ailleurs être en fortement danger, voire éteintes. Donc, par exemple, pour moi, je fais partie
d'une de ces commissions pour les petits mammifères. Donc c'est plutôt un travail d'expert, donc c'est plutôt un consensus d'experts. Et puis on a ce qui était le cas de ce que je vous ai présenté avant par le VVS, c'est l'index Planète Vivante qui est produit aussi chaque année et qui concerne vraiment des, euh, des, des suivis de population en milieu naturel au long terme. Alors évidemment, il peut y avoir des trous dans le suivi parce que il y a plus de financement, voilà, où il y a un changement dans les équipes. Et tous ces suivis sont faits soit par des parcs nationaux, soit par des organisations internationales, des ONG, quoi, soit aussi des académiques. Là, on voit exactement un peu la même situation que je l'ai présentée avant pour la déforestation. L'essentiel de la perte de biodiversité, selon c'est essentiellement dans l'hémisphère sud, sachant qu'on continue à perdre dans l'hémisphère nord, mais peut-être pour des changements environnementaux, pour d'autres aspects, on perd moins de biodiversité. D'ailleurs, on parle beaucoup aussi de refaunation. Ça touche aussi les maladies non communicables, hein. J'ai oublié de vous le présenter jusqu'à présent, mais on commence en liant cet indice planète vivante. On voit aussi qu'on a une association avec le nombre de maladies non transmissibles. Ce n'est pas que simplement que les épidémies de maladies infectieuses. Et d'ailleurs, on a des suivis de cohortes d'enfants au long terme, notamment en Nouvelle-Zélande, qui démontrent très bien que les enfants qui vivent dans un milieu rural, mais surtout avec un fort couvert forestier et je dirais naturel, avec je dirais une bonne biodiversité, développent moins. Et en fait, que les enfants qui sont dans des milieux beaucoup plus urbanisés et avec une baisse de la biodiversité. Mais si je reprends un peu ces liens biodiversité, maladies infectieuses, qu'on pourrait faire d'ailleurs avec maladies transmissibles, c'est finalement ce lien qu'on va essayer de voir. Donc, quel est le lien entre biodiversité en danger, le nombre de maladies connues et le nombre d'épidémies de maladies infectieuses, comment ça se passe? Donc, on va regarder déjà le lien entre la biodiversité, donc le nombre d'espèces dans un pays. Donc, essentiellement, là, on voit plus c'est foncé, plus il y a un nombre d'espèces élevé. Ça, c'est en milieu intertropical. J'ai aussi récupéré un peu tout le nombre pas d'épidémies, le nombre de maladies infectieuses affectant les humains connues dans un pays, historiquement, mais qui ne font pas forcément des épidémies. Et là, on voit que il y a une très bonne corrélation entre le nombre de maladies infectieuses dans un pays et la biodiversité dans le pays. Tout ça nous amènerait, nous suggère finalement que ben, faut tous supprimer cette biodiversité, on va être tranquille. Mais si on regarde justement là, à ce qui se passe en ce moment, parce qu'on perd de la biodiversité, donc je regarde une autre carte où c'est la biodiversité en danger. Alors ça, c'était une carte qui est datée de 1980, de 2008, pardon. Mais par contre, je sais que c'est toujours actuel, hein. Vraiment, là où je travaille en Asie du Sud-Est, c'est une raison à forte baisse de biodiversité. Là, si je regarde un peu le nombre d'épidémies que je vous ai présentées, que je corrige évidemment pour la diversité de ces épidémies, de ces maladies infectieuses, donc c'est le nombre relatif d'épidémies, ben, par contre, il est aussi très bien corrélé avec le nombre relatif d'espèces en danger, c'est-à-dire corrigé pour le nombre d'espèces connues. Plus le nombre relatif il y a une augmentation du nombre d'espèces en danger dans un pays par rapport à la biodiversité de ce pays, plus le nombre d'épidémies augmente. Alors, évidemment, ce n'est pas une explication, mais on sent là qu'il y a quelque chose à faire. Alors, j'ai été demandé justement après de pouvoir retravailler un peu, de mettre tout ça un peu en plan. C'était pour une revue pour Kaby. Donc, j'ai dit, je ne vais pas faire une revue basée sur la littérature, mais reprendre finalement toutes ces données avec les épidémies, plutôt de les regarder aussi, là, je vous les montre plutôt en analyse longitudinale parce qu'on voit mieux. Et puis, y compris la baisse de biodiversité avec cette fois-ci l'indice liste rouge. Donc, plus il est faible, moins il y a de biodiversité. On voit bien que c'est plutôt en latitude négatif, c'est-à-dire plutôt dans l'hémisphère sud qu'on voit, et puis où se passent ces changements. Et j'ai regardé un peu tout l'ensemble et faire une synthèse en utilisant des modèles d'équations structurées, quoi, qui nous permet finalement de faire des chemins de corrélation et de mettre aussi, y compris la démographie.
Alors, ce qu'on peut dire globalement, oui, c'est que les zoonoses ici, les épidémies, tout ce qui est en rouge, ben, plus c'est en fait, là on voit que tout de suite hein, l'augmentation de tout l'élevage, y compris l'augmentation de la population humaine, augmente les zoonoses. Et puis, on a indirectement des effets qui peuvent se faire positifs ou négatifs sur les changements d'usage des terres, essentiellement pour, il faut nourrir notamment beaucoup ces animaux. Donc, on va augmenter finalement les surfaces agricoles pour nourrir ces animaux. Et tout ça va avoir un impact plutôt négatif sur la biodiversité. Et on a un aspect très intéressant, c'est que on a un effet protecteur de la biodiversité, c'est-à-dire plus la biodiversité est élevée, et puis là on retrouve vraiment bien avec un autre index que les zoonoses sont diminuées. Donc on a cet effet mitigateur, mais on voit aussi que la population, finalement, elle n'a pas un effet aussi négatif sur la biodiversité. C'est pas elle le problème, c'est plutôt finalement les animaux d'élevage. Donc finalement, on a cette vision qu'on peut agir. Alors, on remet tout ça ensemble, on voit que là, si on s'intéresse au relien entre biodiversité, changement d'usage des terres, santé, c'est bien que ce soit santé, maladie infectieuse que santé, maladie non transmissible. On parle essentiellement des maladies de type auto-immune, mais on pourrait mettre certainement la santé mentale, la pollution. On doit le prendre à des différents types d'échelles. La globalisation, la mondialisation est vraiment important. Pourquoi? Ça va accroître la mobilité. L'urbanisation est très importante, je n'ai pas le temps de l'expliquer pourquoi, mais aussi finalement cette mondialisation importe essentiellement parce qu'on va augmenter le commerce international, de tout. Et finalement, ce commerce international, localement, il va avoir des aspects très forts dans les changements d'usage des terres, déforestation, intensification de l'agriculture, intensification de l'élevage, plantation commerciale, les infrastructures de développement, les routes, les mines ou les barrages. Je n'ai pas pu vous montrer aussi l'importance des barrages sur les pertes de biodiversité et sur la santé. Tout ça par la mobilité va avoir aussi un effet. Donc, le changement global va affecter le local, mais d'une telle manière que l'émergence ou l'épidémie est locale et cette mondialisation va nous remettre au niveau global la pandémisation. Donc le travail après à faire, ça va être de décortiquer un peu plus ce qui se passe aux interfaces vraiment locales, interfaces environnement, faune sauvage, domestique et humain. Et j'aime bien reprendre ce travail qui a été fait sur le Covid-19, qui est juste, sur tous les coronavirus qui ont émergé sur les humains ou sur les animaux domestiques. C'était un travail qui a été fait en 2020, vraiment intéressant, et qui ont essayé de remonter dans le temps, hein, depuis le XIIIe siècle. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que tous ces coronavirus sont issus soit des chauves-souris, soit des rongeurs, mes animaux préférés, de temps en temps potentiellement des oiseaux, et d'autres on ne sait pas trop. Et puis toujours en fait ils finissent soit chez l'animal domestique d'élevage, ou soit l'animal domestique ou les nouveaux animaux mis en élevage sont les hôtes qu'on appelle un peu ponts, les hôtes réservoirs qui font faire un peu de cette transmission. Mais surtout on voit aussi encore bien cette accélération du XIIIe siècle au XIXe siècle. On a eu trois émergences réussies sur les humains. Toute la partie du XXe siècle, on a eu quatre émergences qui ont lieu, mais qui sont restées chez l'animal de rente. Et vous voyez qu'en 2000, c'est-à-dire sur simplement 25 ans maintenant, on a déjà eu huit émergences réussies de coronavirus. Ce qui veut dire qu'il y en a eu d'autres après le SARS-CoV-2, hein. C'est 2021, le dernier qui est sorti. On ne sait pas d'où il est originaire, mais le chien était important comme étant l'animal bridge. Donc, on va se retrouver dans un contexte où il va nous falloir travailler entre ces points chauds d'émergence zoonotique, qui sont souvent en fait des points chauds, ce que j'ai l'habitude de dire, hein. Moi, je travaille en Asie du Sud-Est, hein. Là, ce cercle-là, c'est la moitié de la population humaine vit là. Donc l'autre moitié vit en dehors, ce qui explique que c'est une région très riche en biodiversité, mais en biodiversité en danger, une région très riche aussi en élevage et en intensification aussi de l'agriculture, d'élevage. Donc finalement une région où le paysage domestique s'accroît énormément entre humains, animaux domestiques, animaux de rang et animaux péridomestiques, hein.
certains rongeurs, certains moustiques, tout ça, qui finalement s'accroissent au détriment du reste dans la biosphère, au détriment du reste de la faune sauvage. Et la meilleure compréhension qu'on peut avoir maintenant, c'est que les passages directs de la faune sauvage à l'humain sont faibles. Ils peuvent exister, hein, c'est le cas. Le Mpox, je pense que c'est quand même un bon exemple. Mais la plupart du temps, et certainement tous les coronavirus, passent, ou les grippes aviaires ou les grippes porcines, passent vraiment par une amplification très importante sur le compartiment animal, alors qui peut être aussi les animaux péridomestiques, comme les moustiques, hein, ou les tiques qui nous aiment bien, hein, les puces et tout, qui va amplifier, qui va se permettre d'adapter, qui vont repasser sur les humains. Je pense encore, je venais aussi sur le SARS-CoV-2, hein, c'était vraiment ce bel exemple où on voit que ça émerge en Chine et puis au bout d'un an, c'est sur toute la planète et c'est repassé sur des animaux domestiques, c'est passé sur des visons d'élevage et c'est passé maintenant parce qu'il circule, on a plusieurs souches qui circulent parfaitement au niveau des cerfs de Virginie dans l'Ohio. Alors, c'est pour ça qu'on est arrivé dans le One Health. Je pense que c'est ça qui a été vraiment relancé. Et ça a été avec le panel d'experts, comme vous avez donné avec OLEP, c'est ben, novembre 2020, pendant la première année du Covid, où la France et l'Allemagne, ensemble, au Forum de la paix à Paris, ont poussé ce qui était à l'époque les trois organisations sur la santé animale et humaine, et avec le programme des Nations sur l'environnement pour créer un panel multidisciplinaire et que j'ai la chance de pouvoir connecter, qu'on a eu beaucoup de travaux ensemble, et je crois que la première chose qu'on nous a demandé, c'était une définition du One Health, qu'on a repris, qui était pas, qui était bien, mais on avait déjà des choses qui existaient un peu, mais c'était vraiment pour montrer que ça pouvait être qu'une approche qui devait être intégrée, beaucoup plus unificatrice, pour supporter et équilibrer de façon soutenable et d'optimiser la santé des humains, des animaux et des écosystèmes, que reconnaître que cette santé des humains, des animaux sauvages et domestiques et des plantes, l'environnement, ben, sont complètement liés et interdépendants. Et c'est peut-être ça qui est le plus important, que ces disciplines mobilisent euh, différents secteurs et disciplines. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce graphique qui a été développé en support de la définition par les FAO, où finalement, oui, c'est les 4 C qu'on dit, hein, on doit augmenter la collaboration entre secteurs et disciplines, de l'environnement, de l'humain et des animaux. Et là qu'on voit finalement aussi, on a les sciences sociales, on a les sciences de l'environnement, les sciences aussi bien zoologiques que d'élevage qui doivent être là. On doit aussi augmenter la coordination entre sociétés à toutes les échelles, du rural au global, avec inclusivité, équité et accès. Et puis tout ça pour finalement vraiment mettre en place le One Health, c'est-à-dire travailler pour des écosystèmes en bonne santé qui sont les supports de la santé des humains et de la santé des animaux. On a donné aussi une définition de la prévention et je crois que c'était aussi important. Euh, Dès qu'on est finalement à circuler dans les humains ou dans le compartiment des animaux domestiques, ça y est, c'est implémenté. Exemple typique, hein, le Covid-19, il est là, il est chez les humains. On est plutôt dans une phase à toujours essayer de le contenir, essayer de développer des vaccins, essayer de développer une bonne surveillance. Mais la prévention, et surtout si on a cette vision de biodiversité, d'environnement, elle doit être vraiment en amont, très en amont, pour vraiment comprendre ces mécanismes d'émergence, comprendre les activités humaines pour pouvoir agir, d'être un peu plus transformatif, vraiment ce qui se passe entre ces animaux domestiques sauvages, l'environnement, y compris le changement climatique, et ne pas oublier les humains qui sont dedans. Et je voulais finir avec le rapport qui va bientôt sortir par le panel international de dialogue sciences politiques sur la biodiversité, les systèmes, les services écosystémiques. On a uniquement pour l'instant le sommaire pour les décideurs qui vient de paraître. C'est le rapport sur les liens, les liens, les liaisons entre la biodiversité, la santé, l'alimentation et l'eau aussi. Et je pense que vous l'avez bien compris, qu'on se retrouvait parfaitement là-dedans, entre une sorte d'intégration et de connexion qu'on pouvait avoir entre tous ces aspects-là. J'ai eu la chance d'être dans le facteur, dans le chapitre One Health et dans le chapitre, pardon, la santé pour finalement ce nexus, pour ces liens entre les différents. Et là, peut-être que c'est quelque chose aussi encore de très encourageant.
on a pu extraire tout un ensemble de ce qu'on appelle les meilleures options de réponse, les meilleures gestions, les meilleures interventions, supportées vraiment par des données scientifiques évaluées. Et là, on s'aperçoit que toutes ces options qui prennent la santé comme fondamentale ont directement des aspects positifs sur un ou plusieurs éléments autres du nexus, sur la biodiversité ou sur l'eau, il n'y a aucun compromis et aucun impact négatif. Et là, je voudrais montrer que l'approche One Health, évidemment, était dedans, mais aussi les aspects de planification, de gouvernance, de conservation des écosystèmes et surtout de restauration des écosystèmes. Et je pense qu'aussi de développement et notamment les plans d'urbanisation avec les infrastructures vertes en sont certainement un exemple. Voilà, je voulais vous remercier et je suis tout à fait vraiment preneur et avec vraiment intéressé d'avoir vos commentaires et vos questions. Merci beaucoup. Serge Morand, merci, merci à vous hein, pour cette présentation très claire, extrêmement bien illustrée. Bien sûr, le diaporama pourrait être retrouvé en même temps que l'enregistrement. C'est un point, je précède peut-être certaines questions. Peut-être, je vois qu'une première question arrive, mais juste, vous avez parlé de l'urbanisation simplement en signalant Mm. que vous n'auriez peut-être pas le temps de développer. Est-ce que vous pourriez justement nous apporter des éléments par rapport à cette question? Ouais, oui, avec plaisir. Donc c'est vrai que mon père, hein, donc, depuis 2005, depuis je veux dire 2005, on est passé pour la première fois la population humaine avec une majorité de population vivant en milieu urbain. C'était la première fois pour et là, la démographie qui est prévue par les Nations Unies, c'est plutôt une démographie qui va être essentiellement urbaine. Le rural va continuer un peu à augmenter, mais pas tant que ça, y compris dans l'hémisphère sud. On perd de la population rurale déjà et on va continuer à en perdre dans tout l'hémisphère nord. Alors, il y a des papiers très récents d'ailleurs qui montrent un peu ces effets parfois négatifs sur la biodiversité. Donc, et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'urbanisation passe par différents stades. Elle passe par un stade, premièrement, je dirais, d'expansion au détriment de l'agriculture, souvent au détriment de la biodiversité. On va avoir de l'élevage aussi en ville. Donc, on va avoir un moment donné où finalement, on va faire le bon maelstrom. On va faire tous les ingrédients pour que ça démarre. Et là, c'est effectivement, je dirais, la ville qui départ. Puis petit à petit, on va avoir une planification, mais après, on va avoir une globalisation. Donc, cette ville va être connectée. Et puis, on va avoir maintenant les villes qui se développent de plus en plus, y compris en Asie, qui se veulent de plus en plus vertes, donc avec des infrastructures vertes. Alors, pour plusieurs aspects, hein, notamment la lutte contre le changement climatique, ou en tout cas la réduction des effets du changement climatique, et avec la prise en compte directe, ces structures vertes, oui, elles vont ramener de la biodiversité. Est-ce qu'elle est dangereuse ou pas dangereuse en termes de santé? Et on a des indications qu'elle est plutôt bonne, c'est-à-dire en recréant de la nature en ville. Oui, on a peut-être amené du danger, mais on va amener de la régulation en même temps, donc on va réduire le risque de transmission. Voilà. Merci, merci beaucoup. Alors au début, vous avez présenté plusieurs cartes qui portaient sur les aéroports et les Ouais. destinations au départ de certaines villes. Alors je relais une question d'Emeric, hein. Paris est très central, c'est bien ce que montre une carte. Mm. Il devrait par conséquent s'y répandre de nombreux virus. Or, je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce point? Alors si, parce qu'en fait, oui, oui, c'est important, parce que le problème, c'est que il y a déjà, premièrement, on a la chance encore, même si c'est ça, en espérant que ça va tenir, on a la chance d'avoir des systèmes de surveillance, un Santé publique de France qui fait un travail absolument considérable, compris avec les agences régionales de santé, qui sont capables de pouvoir détecter très rapidement. Alors oui, on a de plus en plus de cas, y compris d'ailleurs d'arrivée de cas de dengue, de chikungunya, y compris maintenant aussi avec par exemple, avec des cas autochtones qui commencent à se développer. On a eu le moustique tigre maintenant qui est installé pratiquement sur toute la France, donc qui est arrivé aussi par le transport. Donc oui, non, on a une augmentation de ces aspects-là, mais parce qu'on a un système de surveillance assez précoce, bon, on est capable de pouvoir réagir très rapidement. Et finalement, si on a un système de surveillance qui commence à se dégrader, alors là, on va avoir des problèmes parce que finalement, on va réagir beaucoup trop tard, le nombre de cas va augmenter. Alors là, on va le voir. On va le voir en tant qu'individu. On va dire, bah oui, on commence à avoir des gens tout à fait. Mais la réaction va être beaucoup plus lente.
beaucoup plus lente. Et là, c'est là qu'on va se retrouver vraiment à un stade d'épidémie grave et avec des réactions beaucoup plus lentes. Merci, j'espère que cela répond à la question. Mm. Emric, alors, vous avez évoqué un moment l'effet protecteur de la biodiversité par rapport aux émergences. Pourquoi une biodiversité, je dirais, conservée, fonctionnelle, en quoi est-ce qu'elle prémunit l'émergence de zoonoses? Oui, merci aussi, pareil. C'est vrai que j'étais un peu rapide sur cette phase-là. Alors souvent, c'est présenté sous ce qu'on appelle l'effet de dilution, c'est-à-dire une augmentation de la biodiversité va finalement diluer la transmission. Alors ça a été vraiment l'exemple, je dirais, assez clair pour des maladies vectorielles, vectorisées. Typiquement, certains virus, ça a été fait sur la fièvre de la vanille ou d'autres virus qui sont transmis par des moustiques, voire par des tiques, mais par des moustiques essentiellement. Ils font leur repas sanguin. Alors, ils sont déjà infectés, déjà, quoi. Ils font leur repas sanguin sur un hôte. Et puis, si c'est le mauvais hôte, ben, finalement, la transmission, elle est diluée. Donc, mais par contre, si c'est le bon hôte, la transmission va être parfaite, quoi. Donc, une baisse de biodiversité, surtout si elle va concentrer des hôtes qui vont être des hôtes, des bons hôtes, et notamment des hôtes vont être importants. Mais il n'y a pas que ça. C'est pour ça que je l'utilise pas beaucoup. L'effet de dilution, c'est simplement une relation qui est claire entre le baisse de biodiversité dans un endroit et une meilleure transmission. Alors, en fait, pourquoi? Parce qu'en perdant la biodiversité, on ne perd pas que des espèces en soi-même, mais on perd des régulations. On perd déjà tous les prédateurs, tous ces prédateurs qui vont réguler des moustiques, des tiques. Donc ça peut être les oiseaux, ça peut être les chauves-souris, qui vont réguler aussi des rongeurs, hein, qui sont des très bons hôtes. Donc ça, on perd ces prédateurs. Et on perd aussi toutes les espèces qui étaient ces espèces spécialistes d'habitat, de forêt ou d'autres, qui sont, ou même d'ailleurs d'habitat agricole, qui sont finalement des très bons compétiteurs pour des espèces généralistes. Et on laisse que des espèces généralistes qui aiment bien les habitats humains, qui aiment bien les humains, ce qu'on appelle aussi des espèces synanthropiques. Donc ces espèces synanthropiques, finalement, elles occupent tout le terrain, elles augmentent en densité puisqu'il n'y a plus personne pour les réguler, à part nous avec nos produits chimiques. Et, euh, et voilà. Et souvent, ces espèces-là aussi sont des très, très, très bons. Ils sont très susceptibles, sont très bons réservoirs pour beaucoup de choses. Donc finalement, on favorise une certaine forme de biodiversité que j'ai appelé tout à l'heure ces espèces aussi péridomestiques ou synanthropiques. Voilà. Merci pour votre réponse. Alors, je vous relèverai un peu plus tard une question sur les actions et ensuite on ira bien sûr sur le terrain de la pédagogie, de l'enseignement de ces aspects-là. Avant, j'ai noté que vous aviez attendu peut-être 38 minutes, sauf erreur de ma part, pour prononcer le terme de changement climatique. Oui. C'est rare. Mais comment justement le changement climatique dont on a vu encore hier avec la publication d'un rapport qui a fait Oui. parler, comment est-ce qu'il se surajoute, comment est-ce qu'il intègre un petit peu ces questions que vous avez évoquées? Alors, le changement climatique, alors surtout pour les maladies infectieuses, justement, on avait nous, on avait aussi un atelier aussi sur ces aspects, changement climatique et santé, juste à l'université de Chulalongkorn à côté. Et j'ai un peu rappelé, euh, finalement, c'est quoi le climat par rapport à la transmission des pathogènes, quels qu'ils soient, quoi. Qu'il faut qu'on fasse vraiment attention entre de ce qu'on parle. On a les facteurs climatiques. Ces facteurs climatiques peuvent être la température, l'humidité, le vent, et là, oui, c'est vrai que en Europe, on avait testé ça, on a fait une analyse. C'est 40% des pathogènes qui touchent aussi bien les humains que les animaux, qui sont directement affectés par un de ces facteurs climatiques ou plusieurs ensemble. Donc là, on voit bien qu'il y a ces effets-là, mais qui peuvent être combinés, associés, complets. Donc, c'est pas que simplement que la température. Ça nous aide à comprendre plutôt un peu finement. Deuxièmement, on a l'aspect qui va être les tendances du changement climatique. Tendances climatiques, c'est-à-dire ce qu'on voit souvent dans l'IPCC, les augmentations de température. Alors, les augmentations de température,
ou d'humidité ou d'eau ont des effets alors très bien notés maintenant sur certaines maladies, pas sur toutes, mais vraiment très bien notés, sur la dengue particulièrement, certainement le chikungunya derrière, le choléra. C'est vraiment les trucs. Moi, j'ai vu aussi en Asie, j'ai vraiment les données qui montrent aussi avec le typhus du broussaille. Donc, c'est plutôt des données, et souvent, ça s'explique par soit par l'extension des vecteurs, soit aussi par l'augmentation des cycles de reproduction des virus et des pathogènes. Et troisièmement, alors on a les événements extrêmes. Et là, on commence à toucher aussi au changement climatique. Ces événements extrêmes vont être finalement les grandes inondations, les grandes sécheresses, les épisodes de chaleur comme vous êtes en train de le subir en ce moment, qui vont aussi avoir des aspects directs sur les individus, notamment sur leur capacité immunitaire, sur les animaux d'eux-mêmes, ou qui vont avoir des effets directement sur l'environnement, souvent complexes. Et puis le quatrième aspect, qui est la variabilité climatique et les anomalies variabilité climatique. Où je suis, bah, c'est essentiellement El Niño, La Niña, donc qui sont finalement ces événements extrêmes. Et là, c'est clair, on montre très bien que ça a des aspects directs sur les épidémies, qui peut toucher aussi bien des maladies touchant les humains que les animaux domestiques. Et puis montrer pareil ça avec les émergences. Donc le climat va agir tout dépend par quel bout on le prend. Si on le prend par des facteurs, si on le prend en tendance, si on le prend finalement en événement extrême ou en variabilité climatique. Sachant que tout ça est affecté en ce moment parce qu'on parle plutôt de dérèglement climatique. Et je crois que c'est vraiment le bon terme, quoi. Et ce dérèglement climatique sur la santé va avoir des effets directement sur la biodiversité, directement sur les animaux d'élevage, directement sur l'agriculture, la santé des plantes, donc la sécurité alimentaire. C'est qu'on a essayé de montrer aussi un peu dans le Nexus cette complexité du climat, des facteurs climatiques qui vont intervenir à tous les niveaux, quoi. Et ce qui en fait on pourrait dire, un méga facteur, quoi. Merci, merci beaucoup. Deux questions que j'associe, toujours sur la question de biodiversité. Est-ce qu'il y a des zones à risque? Est-ce qu'il y a des zones, si on les exploite ou si elles sont détruites ou vraiment fortement dégradées? Je pense aux zones tropicales, éventuellement au pergélisol, hein, enfin, voilà. Est-ce qu'il y a des zones dont on peut craindre des émergences? Et plus globalement, vous avez surtout parlé du lien entre perte de biodiversité et zoonose. Quels sont les autres problèmes de santé? Juste un panorama assez rapide qui sont liés à la perte de biodiversité. C'est vrai que les zones intertropicales sont vraiment les plus affectées en ce moment et je pense que le Mpox est une très bonne illustration, comme Ebola. C'est vraiment des aspects de déforestation qui ont mis en contact les espèces et notamment avec les humains, les transports. Donc on le voit bien, les mines sont vraiment aussi très importantes dans ces aspects-là. Les politiques de barrage, parce que ça, par exemple, on montre qu'on a une augmentation du paludisme, essentiellement avec les politiques des petits barrages en Afrique. Donc c'est clair, on voit aussi avec l'augmentation des palmiers à l'huile qu'on est favorable pour des plasmodiums liés aux singes, notamment enfin aux primates non humains, donc plutôt en Asie, qui se sont retrouvés finalement avec des humains. Nipah, c'est vraiment l'émergence de Nipah, donc un virus de chauve-souris, c'est vraiment cette combinaison. Donc ça, on commence à voir ça. On commence à voir aussi, et on le sait, cette dégradation environnementale a des effets très importants sur la santé des maladies non transmissibles, essentiellement parce qu'on perd finalement de la diversité de notre microbiote, y compris d'ailleurs de nos virus. On perd aussi de cette compétence immunitaire qu'on avait besoin. Donc là, on voit bien qu'on a aussi cet aspect-là. On voit aussi que cette dégradation, on voit l'augmentation des pollutions atmosphériques. Donc, et ça, on voit aussi que des zones plus forestées, notamment en ville, permettent de mieux capter les pollutions de type de PM2,5. Donc, on voit ce côté-là. Et on voit aussi même la santé mentale, quoi. Donc, c'est pour ça aussi d'ailleurs que les aspects de biodiversité en ville ou de nature en ville plutôt, ça peut correspondre tout cet ensemble au départ. C'était plutôt la santé mentale, le vieillir en bonne santé, du lien social qui était vraiment important. Et là, la prise en compte aussi en même temps, certainement, mais ça a démontré assez bien faire, des bonnes infrastructures vertes qui permettent aussi de réduire la transmission notamment par les moustiques, quoi.
Merci. Le pergélisol, tout Pardon. à fait. Oui, Pardon, et oui, le oui, c'est pergélisol, aussi. tout à fait, parce que ça aussi, c'est un cas très concret. Alors, on s'est posé beaucoup la question sur les virus qui étaient assez vivants. On n'a pas beaucoup de vivants dans des congelés. Par contre, on sait que les bactéries sont parfaitement conservées dans le pergélisol, même très ancien, puisqu'on a fait des carottages qui remonteraient finalement à moins 12 000 ans en termes de profondeur et en termes de remontée dans le temps. Et là, on recultive les bactéries sans problème. Donc, on a retrouvé notamment des bactéries responsables de la fièvre charbonneuse, qu'on appelle aussi bien l'anthrax, avec des animaux qui étaient morts de ça, qui finalement par le pergélisol se retrouvent et on a des contaminations, maladies bactériennes assez graves, aussi bien sur les animaux que sur les humains. Oui, on peut arriver, c'est un peu cette vision de certains, d'arriver à mettre un peu les points chauds, quoi, qui D'accord. seraient pratiquement à surveiller, quoi. Alors, un autre aspect peut apporter un peu en pratique quelles sont les solutions. Alors, peut-être une question qui va faire le lien. On sort de l'UNOC, hein, donc à Nice, Ouais, vous avez surtout parlé des écosystèmes terrestres. Comment ouais, penser la relation entre les écosystèmes océaniques et puis ouais. notre santé? Mais sur le terrain de la pratique, alors une question vous était posée, finalement, quelle serait l'action ou le petit nombre d'actions à mettre en place en priorité pour réduire cette transmission du sauvage à l'humain en passant par le domestique? Est-ce qu'il y a des politiques qui se mettent en place, qui accompagnent cette prévention, une meilleure prévention de ces risques-là? Euh, voilà, qu'est-ce que vous pourriez nous répondre? C'est une très bonne question. Parce que finalement, on est toujours un peu dans les stratégies de réponse. Donc, c'est-à-dire, on est dans des stratégies pas proactive, mais réactive. Donc voilà, on a une épidémie, on réactive, on fait d'ailleurs de l'épidémiologie pour mieux comprendre ce qui se passe, quoi. Et on n'est pas vraiment dans la prévention. Et on va développer essentiellement après les aspects de surveillance et de biosécurité, y compris la biosécurité des humains. Donc l'important, c'est finalement d'avoir et de développer de la prévention. Et seule la prévention, d'ailleurs, va être vraiment transformative. Puisque, on le voit bien, je vais un peu vous montrer, on va travailler sur l'habitat. Et là, ça va être vraiment l'habitat des humains et des animaux, qu'il faut repenser, recréer du lien et retravailler sur cet habitat. Nous, c'est ce qu'on est en train de développer en ce moment avec la chance en Thaïlande, c'est qu'il y a les forêts communautaires qui sont de la reforestation communautaire, donc c'est des vrais communs. Ça appartient à la forêt royale, mais la gestion est laissée aux communautés avec une gouvernance communautaire. Donc, et on est en train de voir finalement les approches qui seraient vraiment des solutions finalement qui ont été mises en place, pas pour la santé, mais qui finalement pour avoir une très bonne santé. Donc là, finalement, il nous faut de plus en plus ce genre de choses. La ville de Lyon aussi a développé le réseau des villes One Health européennes, donc avec ces approches évidemment de réflexion sur une meilleure gestion des problèmes de santé globale, mais à l'échelle vraiment de la ville. La ville de Montpellier aussi a développé une approche, alors plutôt par les académiques, sur biodiversité santé, justement par les approches de biodiversité. Donc on commence, la région Nouvelle-Aquitaine a vraiment mis en place son plan d'action ONES qui se concrétise d'un autre côté avec ses plans d'action climat ou biodiversité positive, quoi. Et donc je pense qu'on a pas mal d'actions. On les connaît pas assez. Je pense qu'il faut, c'est peut-être ça qu'il va falloir faire, c'est-à-dire d'être aussi un peu plus dans le positif, quoi. C'est moins dans les aspects négatifs, mais montrer du positif. Et il y a énormément d'actions locales, quoi, qui sont pas assez connues et qui devraient, alors il y a des espaces pour les présenter, mais ces instances locales, qui sont d'ailleurs des bons lieux aussi en même temps de visite pour que ce soit aussi bien les écoles que les étudiants des universités, je pense, de regarder un peu concrètement comment ça se passe, quoi. Et justement, alors là, je suis obligé de rebondir, mais sur la diffusion des connaissances, justement, comment accéder à cela? Alors, vous avez mentionné un ouvrage que vous aviez coécrit. Hmm. Je n'ai plus la référence là en Il y en a tête, mais plusieurs, hein, ouais. voilà, est-ce qu'il y a des éléments qui sont vulgarisés, accessibles, dans lesquels on va trouver justement ces initiatives? Est-ce que vous aurez des conseils à nous donner? Alors, il y a des ouvrages qui sont un peu encore généraux, il y a quelques-uns grand public. C'est vrai qu'il manque un peu quelque chose qui serait plus sur les solutions. Donc, c'est vrai, je m'étais un peu engagé à l'écrire sur ça et j'ai pris un peu de retard parce que je redirige une nouvelle unité. Donc, j'étais pris plus par des aspects administratifs que par l'écrit, mais c'était un peu cette idée, c'était de travailler sur les solutions. Donc, et ça nous manque un peu, quoi. C'est les solutions, mais
qui soit en fait aussi accompagné par la science, quoi. C'est-à-dire qui donne un peu des bases scientifiques de support, quoi. C'est un peu ça qui nous manque. Je suis tout à fait d'accord, quoi. Et au niveau universitaire, commence à se mettre en place. Alors, au niveau international, il y a eu cette initiative qui continue, qui était le réseau des universités One Health d'Asie du Sud-Est, qui comprend maintenant plus de 80 universités hein, sur tous les pays de l'Asie du Sud-Est, alors qui était aidé évidemment par l'USAID. Donc là, évidemment, ils n'ont plus d'argent, rien du tout, mais ils veulent continuer. Donc ça, c'est très bien. Finalement, ils se disent, bah oui, on va continuer, mais on va devenir adulte et on va le faire, quoi, on va continuer. Et il y avait juste un réseau qui s'appelait Afro Oyun qui s'était lancé il y a quelques années et malheureusement qui était en plein beau démarrage. Et là, par contre, je suis un peu plus inquiet, quoi. Parce que étant visiblement, quand on voit un peu les pertes de soutien pour tout le développement pour l'Afrique, c'est un peu dramatique ce qui se passe en ce moment, quoi, pour nos collègues, quoi et certaines initiatives en France. Donc, on a l'Institut One Health qui est à Lyon, hein, qui propose des choses. On a l'Académie OMS qui est à Lyon aussi, donc qui propose tout un ensemble de supports pédagogiques, mais qui font aussi la pédagogie. Alors, l'Institut One Health plus vers les cadres des collectivités territoriales ou des ministères, hein, qui étaient en fait les différents réseaux des inspecteurs. Et j'ai trouvé une initiative qui était vraiment bien, que j'ai accompagnée, au tout début, que je continue de voir. L'Université de Liège a aussi s'est emparée du One Health euh, dans cette dans ce qu'elle a de bien, le One Health, c'est-à-dire d'engager, de coordonner, d'ensacer la collaboration. Ils ont dit, bon, voilà, on lance le One Health, ça va être multi-facultés, et les facultés ont répondu. C'est pas forcément de créer un cursus One Health, quoi, mais finalement, de donner cette vision One Health, cette vision intégrée, finalement, de la santé, mais qu'on va apporter, parce que finalement, qu'on soit véto, agronome, biologiste, mais qu'on développe y compris la technologie, hein, urbaniste, tout ça, finalement, de le prendre en compte et de le prendre en compte dans sa formation. Plus aussi, ils ont mis un peu d'argent dans des projets One Health, c'est-à-dire des projets, alors pédagogiques, mais aussi des projets de recherche. Voilà, exactement, c'est l'Université de Liège, tout à fait, c'est ça. Très bien. Euh, Écoutez, merci. Donc, ben, on peut vous écouter. On voit qu'il y a des réseaux, des projets, et Ouais, ce, à de multiples échelles. Mais il y a peut-être encore, voilà, cette case, c'est ce que vous disiez, cette étape où on va rendre visible tout ce qui est fait, tout ce qui se met en place ben, pour former ou pour accompagner les professionnels ou les différents publics. Écoutez, il est bientôt 13 heures. Alors, du côté des questions, je crois que voilà, Delphine a relayé l'initiative de l'Université de Liège. Euh, voilà, donc écoutez, Serge Morand, merci beaucoup de vous être merci prêté à vous. à cet exercice pendant une heure de présentation, de réponses extrêmement complètes à toutes les questions qui étaient posées. J'espère que ben, ce direct apportera des points de repère, des idées ben, à tous les enseignants qui souhaitent aborder ces enjeux croisés, de manière croisée. Je répète, c'est vraiment important. Et d'ailleurs, l'esprit des derniers rapports de l'IPBES va vraiment dans ce sens, hein, l'approche Nexus pour aborder Mm. ensemble ces problématiques. Voilà. Écoutez, je laisse la parole à Delphine pour conclure et donc ce direct sera à retrouver dès demain sur nos différents espaces, notre portail UVED, YouTube UVED notamment, mais aussi bien sûr notre Moodle UVED. Merci Serge. Delphine, je te laisse la Merci, parole pour conclure. Oui, mais un grand merci Serge pour votre présentation très riche. Donc comme le disait Vincent, donc ce direct a été enregistré. Au-delà du replay, vous pourrez retrouver aussi le diaporama support, hein. Tous ces éléments pédagogiques sont mis à la disposition des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, hein, pour que les enseignants puissent se les approprier. Donc n'hésitez pas à diffuser voilà, les liens et tous ces documents supports. Ce webinaire vient clore un cycle de formation des enseignants riche, hein, pour cette année universitaire. Bien sûr, nous vous donnons rendez-vous en septembre pour de nouveaux directs sur de nouvelles thématiques. Encore un grand merci, Serge, pour votre disponibilité et nous vous souhaitons une très bonne après-midi, un très bel été et à bientôt donc. Au revoir. Au revoir. au
Au revoir, merci, hein, merci à vous.